Donc, bienvenue donc au module de microbiologie générale, qui est encadré par c'est Barbara Mouratou qui est la responsable du module, et c'est moi et Barbara qui faisons des CM, et on organise ça aussi avec Monsieur François Deleva, qui est maître de camp en microbiologie comme nous. Alors, petit mot sur le syllabus, c'est-à-dire l'organisation des cours. Donc, comme vous savez, avec votre... Bon, ça c'est juste un petit peu au cas où quelqu'un est venu par accident sans avoir regardé le programme. Mais on est organisé sur 20 heures de cours magistraux, donc on aura 15 créneaux de cours, 8 heures de TD et 3 séances de TP de 4 heures. Alors, aussi, on va avoir un petit peu d'enseignement à distance. La chose qui est, je pense, importante à voir, enfin, tout est important, bien sûr, mais il est absolument essentiel, avant les séances de TP, de regarder des petits clips vidéo et répondre aux questions. Sur chaque vidéo, c'est 3 ou 4 questions très, très simples. Mais l'objectif ici, c'est d'avoir une petite explication des règles d'hygiène et sécurité en laboratoire de microbiologie, des démonstrations sur les techniques de base que vous allez employer dans la salle de TP. Bien sûr, pendant le TP, l'enseignant va vous montrer directement comment il faut faire, mais ça marche mieux si vous avez déjà vu une fois, ça va être plus facile pour vous de suivre l'explication pendant le TP. Donc ça, c'est à faire avant chaque séance de TP. Bon, les cours magistraux, bon, on va les enregistrer et vous pouvez les regarder ensuite, après, pour votre révision pour l'examen, par exemple. Vous avez accès aux cours soit sur les serveurs de la fac, en tout cas en ce qui me concerne, je vais mettre les cours sur ma chaîne YouTube. Et pour l'évaluation, on est sur 60% à l'examen et 40% en contrôle continu. Donc l'examen, ça sera en janvier, et le CC, bon, il s'agit du compte rendu de TP et une épreuve, un CC écrit, probablement fin novembre ou en décembre. Alors, pour ceux qui apprécient les cours de microbiologie, vous voulez en apprendre plus sur les microbes, voilà ce que vous pouvez faire à Nantes en tout cas. Donc l'année prochaine en licence 3, il y a l'option biologie mycologie, c'est moi et Barbara qui faisons ça. Et en master, dans le master sciences biomédicales et l'M2 BBRT, on a un module de microbiologie en santé humaine et un parcours maladies infectieuses au sein du M2 BBRT. Alors, moi, je suis un grand fan des manuels de microbiologie, des manuels scientifiques. Donc, je vous signale ça parce que si jamais vous trouvez que les explications que l'on donne en cours ne sont pas claires, vous revisionnez le vidéo du cours, c'est toujours pas net pour vous, vous avez besoin d'une autre façon d'expliquer le même concept, vraiment, vous pouvez aller, vous devez aller à la bibliothèque universitaire et regarder comment la même chose est expliquée dans les livres de microbiologie. Donc, nous avons plusieurs exemplaires de la microbiologie de Prescott et de Perry. Pratiquement tout ce que nous présentons dans les cours en L2 sont dans les manuels. Et c'est bien expliqué, bien illustré. Donc, moi, je recommande vraiment très fortement d'aller jeter un coup d'œil dans ce qui est écrit dans les livres. Sinon, si c'est le dimanche après-midi, vous vous ennuyez un petit peu, je ne savez pas ce qu'il faut faire, bon, vous pouvez lire quelques-unes de ces ressources, regarder sur quelques-unes de ces ressources sur le net.
Celui-là, là, le Schefter ASM blog, ça j'aime bien ça. Ça c'est un blog géré par la Société américaine de microbiologie. Et il y a des petits textes sur différentes questions en microbiologie écrites en anglais, mais en langage un peu pour des non-spécialistes. Donc c'est vraiment très très intéressant là, le Schefter. Et puis microbes.edu.org, ça c'est en français, c'est des cours peut-être plutôt microbiologie médicale des universités parisiennes, et c'est pas mal fait. Je suis pas sûr que c'est renouvelé très très souvent, mais c'est pas si mal que ça en fait. Donc vous pouvez regarder ça, c'est en français. Pareil, certains des concepts qu'on voit en cours sont repris sur certaines ressources web. Là. Ok, et donc pour un peu plus de détails sur le programme. Alors on va commencer. Les 3 premiers cours, c'est moi qui vais le faire. Super énorme, j'arrive pas à voir où est ma flèche. Ah bah voilà, c'est ça. Donc ça, c'est moi qui vais faire les 3 premiers CM. Donc aujourd'hui et demain, on va regarder les structures de la cellule bactérienne et leurs fonctions. Ensuite, on va essayer de regarder comment on fait pour identifier différentes souches de bactéries et comment on peut les classer en taxonomie. Ensuite, on va regarder aussi avec moi comment on fait pour cultiver les bactéries, quels sont les différents types de milieux que l'on utilise et quels sont l'impact des différentes conditions environnementales sur la croissance des bactéries. Donc, le nombre de cours 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un petit peu théorique parce que de temps en temps, je vais peut-être dépasser sur une thématique et ça va être un peu plus court sur, par exemple, donc probablement j'aurais pas fini les structures demain et puis on va prendre un petit peu de temps sur le troisième cours pour terminer ça. Mais de façon générale, les 5 premiers cours, ça va être ça. Cours 6 et 7, c'est sur le métabolisme énergétique chez les bactéries. Ça sera soit moi, soit Madame Mointou. On va s'échanger un petit peu pendant ces cours-là. Ensuite, c'est Madame Mointou qui va vous expliquer des bases sur les antibiotiques, la régulation de l'expression des gènes, le transfert des gènes chez les bactéries. Elle va passer 2 cours sur les microbiotes humains et les bactéries pathogènes. Et ensuite, vous me reverrez à la fin sur les virus et les bactériophages. Et on terminera par un cours par Madame Mouratou sur les applications de la microbiologie, l'utilisation de microbes et de bactéries en biotechnologie. Donc ça, c'est le programme. Et pour mes cours, en tout cas, moi, j'ai mis le chapitre dans Prescott où vous trouverez les mêmes concepts, le même contenu que ceux que je présente en cours. OK. Donc, qu'est-ce que c'est la microbiologie? Clairement, c'est l'étude de micro-organismes, des organismes qui sont trop petits pour être détectés à l'œil nu. Et parmi les micro-organismes, on a les eucaryotes microscopiques, les protistes, comme le leishmania ou le parasite qui provoque le paludisme, des levures et des moisissures microscopiques. On a aussi des virus et 2 types différents de bactéries, les eubactéries, et ça, c'est des bactéries dont tout le monde a entendu parler. Streptocoque, staphylocoque, Escherichia coli, les bactéries normales, disons. Donc, les eubactéries, et il y a aussi un autre type de bactéries qui sont les archéobactéries ou des archaea, qui sont souvent des bactéries qui poussent dans des conditions extrêmes. Même s'il y en a dans notre intestin, ou également, mais la plupart des archéas, on va les retrouver dans des environnements un peu particuliers. Alors, la majeure partie de nos cours pour la L2 vont concerner les eubactéries, des vraies bactéries. Donc, on ne va pas traiter du tout des eucaryotes microscopiques, et on aura une petite introduction sur les virus. Et de temps en temps, on parlera des archébactéries. Donc je précise ça dès le début parce que pour le reste du cours, je vais utiliser le terme bactérie, bactérie ceci, bactérie cela.
Et quand je parle de bactéries, ce que je veux dire, c'est vraiment des eubactéries, des bactéries standards, normales, vraies bactéries. Si jamais on a quelque chose à dire sur les archéobactéries, on va le préciser, d'accord? Donc sinon, quand je parle de bactéries, c'est ça que je veux dire, des eubactéries, d'accord? Et la majeure partie du cours va se concentrer sur ce type d'organisme. Alors pourquoi ce focus sur les bactéries? Donc, notre question c'est pourquoi on devrait s'intéresser à tout ça? Bon, une raison c'est qu'elles sont partout. Donc pendant longtemps on ignorait même l'existence des microbes, mais une fois qu'on avait commencé à pouvoir les détecter et les cultiver, on a commencé à les rechercher. Et quand on commence à chercher, on trouve qu'elles sont partout. Elles vivent à l'intérieur de notre corps, sur la surface de notre peau, et aussi dans les environnements les plus extrêmes. Si vous creusez en dessous d'un lac gelé dans l'Antarctique, vous allez trouver des communautés microbiennes qui poussent dans cet environnement. Vous allez trouver des bactéries également dans les sources d'eau chaude à 84 degrés à pH 2. Et donc ça, c'est tout à fait inattendu et on se demande bien comment elles peuvent faire pour vivre dans ces conditions-là que l'on considérait normalement comme incompatibles avec la vie. Donc elles peuvent survivre et pousser dans ces conditions extrêmement diverses parce qu'elles sont capables de tirer de l'énergie métabolique à partir d'à peu près n'importe quoi. Donc pour le reste de la biologie macroscopique, on sait qu'on a deux types de métabolisme énergétique. On a des organismes comme nous. Nous devons consommer de la matière organique, on va le dégrader et c'est ça qui va nous fournir de l'énergie métabolique. Et il y a des plantes qui effectuent la photosynthèse. Donc chez les bactéries, il y a ces deux types de métabolisme énergétique. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a des bactéries qui peuvent vivre juste sur une source d'énergie minérale. Elles sont capables de pousser pratiquement sur des roches, quoi. Et aussi des bactéries qui sont capables de métaboliser et utiliser comme source d'énergie des matériaux organiques que nous ne pouvons pas dégrader. Et elles sont capables de faire ça parce que les bactéries possèdent des mécanismes biochimiques extrêmement variés, beaucoup plus variés que notre métabolisme chez les mammifères. Et pour cette raison-là, elles sont très utiles dans des applications industrielles pour effectuer des fermentations dans l'industrie agroalimentaire, pour synthétiser certains types de produits comme des antibiotiques. Et donc, c'est utile de connaître le métabolisme microbien pour pouvoir l'exploiter, pour produire des molécules chimiques qui sont intéressantes pour nous. Alors, si on regarde les choses du côté humain, plusieurs bactéries sont des pathogènes importants. Le Mycobacterium tuberculosis, le pneumocoque, les méningocoques sont des pathogènes importants qui tuent des millions de gens tous les ans. Et comme vous le savez, la résistance aux antibiotiques, c'est toujours un problème majeur dans la gestion de ces infections. C'est important d'un point de vue de santé humaine. Et de plus en plus, on se rend compte que les bactéries commensales qui poussent sur nous et dans notre intestin ne sont pas juste des passagers neutres, inoffensifs, mais en fait font partie de notre organisme et contribuent au bon fonctionnement de notre organisme. Donc dans l'intestin, c'est clair que le microbiote intestinal est important pour la digestion, mais c'est également important pour réguler la maturation et le bon fonctionnement du système immunitaire, par exemple. Et pareil pour les bactéries qui vivent à la surface de notre peau. Donc ça, c'est un concept relativement récent et très important à comprendre.
Et finalement, si on quitte un petit peu l'être humain et si on s'intéresse aux questions fondamentales de la vie, quels sont les processus fondamentaux de la vie comme la réplication de l'ADN, la synthèse des protéines, les bactéries sont des organismes vivants les plus simples. Donc si on veut étudier ces questions-là, ben, c'est le système modèle le plus simple à étudier. Donc toutes les avancées majeures en biologie moléculaire ont été faites d'abord chez les bactéries, parce que le système est plus simple pour étudier ces processus fondamentaux. Et aussi, si on s'intéresse aux questions du style, OK, à quoi ressemblaient les premières cellules sur Terre, c'était quoi les origines de la vie, ben, on peut trouver des éléments de réponse en cherchant chez les bactéries. Donc ça, c'est un peu voilà, pourquoi la microbiologie est un domaine, je pense, importante et intéressante. Alors, donc, comment on va étudier les bactéries? Pour aujourd'hui et demain, on va se concentrer sur les structures et les fonctions de la cellule bactérienne. Donc, comment étudier les structures de la cellule bactérienne? Ben, la première chose que l'on peut faire, que l'on doit faire d'abord, c'est pouvoir les voir, les bactéries. Et évidemment, on va se servir d'abord de la microscopie optique. Alors, si on dispose d'un bon microscope à contraste de phase, on peut regarder une population de bactéries et on peut voir clairement la forme et la taille des cellules bactériennes. Et dans certains cas, on peut apercevoir quelques structures à l'intérieur des cellules bactériennes, comme ici des corps d'inclusion, juste en microscopie optique sans coloration. Donc ça marche bien si on dispose d'un microscope de contraste de phase qui permet de bien voir la frontière entre la cellule et le milieu qui l'entoure de façon très nette. Si on ne dispose pas d'un microscope en contraste de phase, juste un microscope droit standard, c'est beaucoup plus difficile de voir des bactéries clairement parce qu'elles sont quand même petites, quelques microns de longueur. Et avec un microscope droite, pour voir bien des cellules bactériennes, dans la plupart des cas, on va devoir effectuer une coloration, soit avec un colorant simple, c'est-à-dire un composé chimique qui va se fixer sur le cytoplasme des cellules bactériennes, qui va les colorer indépendamment de quel type de bactérie il s'agit. Donc, des colorants comme ça sont le méthylène bleu de méthylène ou le violet de gentiane, donc on peut voir les cellules bactériennes plus clairement que sans coloration. Alors, de temps en temps, avec ces colorants simples, on peut apercevoir qu'on a la cellule bactérienne en bleu foncé à l'intérieur, une sorte de zone diffuse autour de la bactérie. Et donc ça, c'est la capsule bactérienne. Donc c'est un type de structure que l'on peut apercevoir en microscopie optique. OK, donc contraste de phase, coloration simple, on peut voir les bactéries. On a un peu plus d'informations si on utilise une coloration différentielle. Et le type de coloration différentielle qui est la plus fréquemment utilisée, c'est la coloration de Gram, qui va distinguer différents types de bactéries en bactéries Gram+, en mauve foncé, et bactéries Gram- en rose. Donc ça, c'est une distinction toujours très importante en bactériologie, car, comme on va voir un peu plus tard, là, la structure de la paroi des bactéries Gram positifs et Gram négatifs est très très différente. C'est une différence fondamentale dans ces deux types de bactéries. Alors la coloration de Gram marche bien sur la majeure, sur la plupart des bactéries, des eubactéries. Ça ne marche pas très bien pour distinguer différents types d'archéobactéries. Mais pour certains types de bactéries, il faut utiliser des protocoles de coloration spécifiques, et notamment les mycobactéries, comme Mycobacterium tuberculosis, on peut les voir bien que si on utilise un protocole de coloration spécifique,
qui est la coloration acido-alcoolo-résistante, autrement appelée la coloration de Ziehl-Neelsen. Et là, par exemple, ça va colorer les mycobactéries en rouge ou en rose. Donc ces petits bâtonnets rouges ici, ce sont des mycobactéries que l'on peut mettre en évidence spécifiquement avec la coloration différentielle acido-alcoolo-résistant ou Ziehl-Neelsen. Et finalement, un autre type de coloration différentielle, c'est pour mettre en évidence certaines structures à l'intérieur des bactéries, comme les endospores présentes à l'intérieur de certaines bactéries. Donc là, on voit les endospores coloriés en rouge. Donc, on a la microscopie, on a des colorations simples ou différentielles, et ça, c'était vraiment le premier outil utilisé par les microbiologistes pour identifier et commencer à classer différents types de bactéries. Donc, les formes majeures que l'on voit sur les cellules bactériennes, ce sont les coquilles, les coques, donc les cellules bactériennes sphériques, parfaitement sphériques, soit organisées en tétrade, en sarcine, en grappe ou en filament, ou en chaînon, et des bacilles, donc les cellules en forme de bâtonnet. Donc des fois, il peut être un petit peu difficile de distinguer des cocobacilles, c'est-à-dire des bâtonnets en forme ovoïde, des coques. Et comme vous verrez en TP, c'est pas si facile que ça, en fait, des fois. Donc ça, ce sont les deux formes majeures. Et en plus de ça, on a quelques types de bactéries qui ont des formes un peu différentes, soit plus effilées comme ça, Fusobacterium, ou en forme de virgule chez les virions, ou en forme un petit peu de tire-bouchon chez les Borrelia ou chez les spirochètes. Et c'est toujours vrai que la forme des cellules bactériennes est un premier élément dans leur identification. Donc, si on voit une bactérie gramme en moins longue avec une structure en spirale comme ça, c'est un spirochète. Si on voit quelque chose comme ça, les coques gramme plus en grappe, c'est probablement un staphylocoque. Et donc, le nom de certaines familles de bactéries est dérivé de leur forme et leur morphologie en microscopie optique avec ou sans la coloration de Gram. Donc, voilà les différentes formes que l'on peut voir. Donc, on a les différentes formes et la plupart vont être classées Gram plus ou Gram moins. Donc, si on veut voir les structures de la cellule bactérienne en un peu plus de détails, on a besoin d'utiliser la microscopie plus forte, plus avec une résolution plus grande, une prise de résolution plus importante. Et donc, par exemple, on va utiliser la microscopie électronique, soit en balayage, comme ici, et là, on va avoir un aperçu de la surface des cellules bactériennes, donc on va les voir en faux 3D, mais on n'a pas vraiment plus d'informations que ce qu'on a vu au microscope. Sinon, on peut utiliser la microscopie électronique à transmission, soit en préparant les couches ultra fines à travers la cellule bactérienne. Ensuite, on effectue une coloration avec un agent de contraste comme l'osmium de tétroxyde d'osmium. Et dans ce cas-là, pour la première fois, on peut apercevoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule bactérienne. Et donc, on va voir, OK, donc on a une paroi à l'extérieur, on a un cytosol, on a cette zone-là qui contient l'ADN de la bactérie, c'est la nucléoïde, et de temps en temps, on voit des sortes de petits granules, dont le cytosol, qui sont les corps d'inclusion. Mais pas vraiment de structure membranaire, pas d'organite. Une autre technique que l'on peut utiliser pour mettre en évidence des structures à l'extérieur de la cellule bactérienne, c'est d'essayer d'utiliser des techniques un peu d'ombrage en microscopie électronique. Et pour la première fois, ça permet de voir qu'en fait, la surface à l'extérieur
externe de la bactérie n'est pas vraiment lisse, telle qu'on la voit ici, mais peut être recouverte d'un tas de filaments, donc c'est assez poilu, ou alors on a la présence de longs filaments des flagelles. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, quelles sont leurs fonctions. OK, donc on a de la microscopie électronique, on voit différentes structures à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule bactérienne. Là, la question c'est, OK, on voit ces structures-là, on aimerait bien savoir de quoi elles sont fabriquées. Donc une approche pour obtenir ce type d'information, c'est de prendre la cellule bactérienne, de l'éclater, de le casser en petits morceaux, séparer les différents morceaux et de les analyser par des techniques biochimiques. Et avec ce type d'approche, donc on peut déterminer que la membrane externe des bactéries Gram- est composée en large partie de lipopolysaccharides. Et on peut étudier la structure moléculaire de cette lipopolysaccharide et on voit que en fait, on a une base lipidique en chaîne de carbone là, et puis une sorte de structure de plusieurs sucres en oligosaccharides ici, puis un nombre variable de motifs répétés en oligosaccharides. Donc une partie lipidique, une partie basée sur les sucres lipopolysaccharides. Donc cette approche-là, on casse tout, on analyse de façon biochimique les différentes composantes. Ça nous donne quelques informations. Pour les protéines qui font partie des différentes structures bactériennes, ça c'est un peu difficile à faire. Ce que l'on peut faire, c'est que si on voit telle ou telle structure chez la bactérie, on peut essayer de construire un panel de mutants et on pioche des mutants qui manquent telle ou telle structure. Ensuite, on peut identifier le gène qui est impliqué, touché par la mutation. Et donc, on a le gène qui contribue à telle ou telle structure. Ensuite, on peut essayer de déterminer la structure de la protéine codée par le gène. Et donc, on a un modèle moléculaire de telle ou telle structure. Donc, par exemple, ce que l'on voit ici, c'est une représentation de la structure des porines. Donc, ce sont des protéines intramembranaires dans la membrane externe des bactéries Gram-. Et on voit que c'est un trimère. Et chaque monomère ici, ça forme une sorte de structure en barrique à travers la membrane. Et on voit ici, à l'intérieur, on a une sorte de trou là. Et ces trous-là permettent des petites molécules comme les sucres, les acides aminés de passer et diffuser à travers la membrane externe. Donc, pour le reste du cours, quand je vais parler de structures dans la cellule bactérienne, tout ça, ça va être un peu avec des schémas très simplifiés, avec des carrés, les deux angles et des trucs comme ça. Mais il ne faut pas oublier que ça représente de vraies molécules. Et quand on va présenter une structure complexe comme ceci, ça c'est un modèle de la structure de base à la base d'un flagelle chez une bactérie Gram-. Donc on a plusieurs éléments représentés ici dans des différentes couleurs. C'est un schéma, mais ce n'est pas juste un truc inventé comme ça, ce n'est pas arbitraire. Chaque fois qu'on a une sous-unité ici, c'est représenté en taille, enfin je ne dirais pas réelle, mais taille relative correcte, et le nombre et leur organisation est vraiment comme ça dans la molécule. Okay. Donc, on va présenter des schémas, mais les schémas, ils représentent vraiment des objets qui existent. Et on sait que c'est comme ça parce que des dizaines, des centaines de groupes de microbiologistes, de généticiens, de biochimistes ont étudié ces trucs pendant 50, 60, 70 ans. D'accord? Donc, c'est comme ça que l'on connaît tout ça. OK. Donc, de temps en temps, je vais m'arrêter et vous poser des petits problèmes. Des petites questions pour savoir si vous avez bien compris ce que je viens de présenter. Donc, ce que vous devez faire, vous prenez votre téléphone et vous scannez les codes QR et vous suivez le lien et vous allez avoir des réponses à envoyer. Et donc, moi, je vais voir et puis après, je vais vous montrer quelles sont les réponses qui ont été envoyées. D'accord? Et ça marche pour les gens qui suivent à distance également. OK?
Il faut que j'ouvre le... Voilà, ça y est, c'est ouvert, donc vous pouvez voter pour ça. Oh, c'est bien. Voilà, bon, allez, j'ai 54 réponses. Bon, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, 56 réponses. Ouais, ça va aller. Ok. Non, non, j'ai perdu. Reviens, reviens. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a comme réponse envoyée? Donc ça, c'est les réponses envoyées. Alors, la plupart, ok, vous avez identifié la capsule, ça c'est correct. C'est la zone un peu diffuse à l'extérieur de la bactérie. Donc, on voit ça en microscopie optique. Et Pili, non, c'est une mauvaise réponse. Donc, ce sont des filaments très fins. Le diamètre, c'est moins de 10 nanomètres. Donc, on ne peut pas les résoudre en microscopie optique. On a besoin de la microscopie électronique pour le voir. LPS, allez, combien de personnes? 3 personnes ont mis la LPS. La LPS, c'est une molécule. La lipopolysacharide, on ne peut pas voir une molécule en microscopie optique. Ça, c'est une fausse réponse, mauvaise réponse. Endospore, oui, ça c'est correct. Donc avec des colorants, une coloration différentielle, on voit bien des endospores en microscopie optique. Et le noyau, ah bah là, il y en a qui sont tombés dans le piège. Les bactéries n'ont pas de noyau. Okay. Donc, ce sont les cellules eucaryotes qui ont un noyau, qui est bien sûr visible en microscopie optique, mais les bactéries, non. Ok, donc... Ok, donc pour revenir, donc ça me sert un petit peu comme transition pour faire un rappel des différences de structure entre des cellules eucaryotes et des cellules prokaryotes. Donc c'est un peu un audit de ce que vous avez vu en biocell l'année dernière, mais ça ne fait pas de mal à rappeler un peu ces différences. Alors, attends, je vais vérifier ça peut-être. Ok, donc chez les cellules eucaryotes, elles sont caractérisées par la présence d'organites entourés de membranes de bicouches lipidiques. Les Golgi, les endosomes, les mitochondries, les chloroplastes, etc. Donc chez les prokaryotes, on n'a pas vraiment d'organites à l'intérieur de la cellule. On peut avoir des corps d'inclusion, mais ce ne sont pas des organites tels qu'on les voit chez les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes, chez les cellules eucaryotes, le cytosol est structuré par un cytosquelette, des filaments de tubuline, d'actine et des filaments intermédiaires. Chez les prokaryotes, bon, pendant longtemps, on disait qu'il n'y a pas de cytosquelette, mais en fait, il y a quelques protéines qui permettent de structurer un petit peu la cellule bactérienne, comme on va voir probablement demain. Donc, on a des structures rudimentaires. Donc, une paroi à l'extérieur de la cellule, presque tout le temps chez les bactéries, les eubactéries, une paroi avec un polymère qui s'appelle le peptidoglycane. Chez certaines eucaryotes, on a une paroi rigide à l'extérieur de la cellule, en pectocellulose chez les plantes et en chitine chez les mycètes.
Alors, ce sont des structures qui effectuent la même fonction, c'est-à-dire donnent une forme rigide à la cellule, mais la biochimie, la composition chimique et leur voie de biosynthèse sont totalement différentes. Donc, il s'agit d'un exemple de convergence évolutive. Ces différents groupes d'organismes ont évolué des structures de fonctions semblables, mais de façon indépendante. Donc, c'est une homoplasie. Alors, à l'extérieur de la cellule, bon, toutes les cellules eucaryotes ont une seule membrane, la membrane plasmique. Chez les prokaryotes, on peut avoir une seule membrane plasmique, ou chez les grands moins, on a deux membranes à l'extérieur, membrane plasmique et membrane externe. Les pili, ce sont les petits filaments de protéines que l'on trouve uniquement chez les bactéries, pas chez les eucaryotes, tandis que les flagelles, on peut en avoir ou pas, c'est selon. Encore une fois, ce sont des homéoplasies, des structures avec une fonction semblable, mais qui ont évolué de façon indépendante dans les différents groupes d'organismes. Capsule, donc cette structure diffuse à l'extérieur de la cellule, uniquement chez les bactéries, pas chez les eucaryotes. Et certaines bactéries et certaines eucaryotes peuvent produire des spores. Donc pareil, une fonction commune, c'est-à-dire de mettre la cellule sous une forme dormante et très très résistante pour pouvoir repousser plus tard. Mais à nouveau, aucune homologie vraiment entre ces structures. Elles ont évolué de façon très indépendante dans les différents groupes. Alors, en ce qui concerne les génomes, chez les eucaryotes, toutes les cellules tous les organismes doivent passer par une phase diploïde, donc la plupart des eucaryotes sont diploïdes, ou alors haplodiploïdes, tandis que toutes les prokaryotes sont uniquement haploïdes. Donc on a une copie du génome par cellule. Chez les eucaryotes, on a en général plusieurs ou de multiples chromosomes. La plupart du temps, chez les prokaryotes, on n'a qu'un seul chromosome. Des plasmides, c'est-à-dire des petits cercles d'ADN qui se répliquent de façon indépendante des chromosomes, qui peuvent être en 10 copies, en plusieurs centaines de copies par cellule. On les retrouve fréquemment chez les bactéries et jamais ou presque chez les eucaryotes. Et bien sûr, comme on vient de dire, on a le noyau uniquement chez les eucaryotes. Et dans le noyau, l'ADN est compacté par les histones chez les eucaryotes qui n'existent pas chez les prokaryotes. Alors, il existe quelques exceptions à ces règles générales. Donc, par exemple, les bactéries avec deux chromosomes ne sont pas si rares que ça. Donc, deux molécules d'ADN circulaires qui composent le génome. Et chez certaines archébactéries, on trouve l'ADN compacté autour de protéines qui sont très proches des histones. OK. Donc ça nous donne ce magnifique schéma dessiné par mes soins de structure de base d'une cellule bactérienne. Donc si on va de l'intérieur à l'extérieur, on va avoir... Alors si jamais je peux avoir ma flèche. Ah, OK. OK, donc au centre ici, on a le nucléoïde. L'ADN du chromosome bactérien se forme compacté et le nucléoïde sera attaché quelque part à la paroi de la bactérie. On peut avoir des corps d'inclusion dans le cytosol. Ensuite, on a la membrane plasmique. Ensuite, on a une paroi en peptidoglycane. Et donc, à chaque fois qu'une structure est constitutive, c'est-à-dire essentielle, est retrouvée chez toutes les bactéries, c'est souligné. Donc, nucléoïde, membrane plasmique, paroi en peptidoglycane, on retrouve chez presque la totalité des bactéries. Ensuite, membrane externe uniquement chez les bactéries grand-. Une capsule, vraiment la couche la plus externe,
chez certaines bactéries, gram plus ou gram moins. Et ensuite, les structures filamenteuses à l'extérieur qui sont les structures facultatives. Donc, ce que l'on va faire pour le reste du cours aujourd'hui et demain, c'est de passer ces structures les unes après les autres et d'essayer de comprendre quelle est la fonction de ces différentes structures, de quoi sont-elles composées et, au moins pour certaines, comment la bactérie fabrique ou synthétise ces différentes structures. Donc on va commencer par les structures externes, en regardant les différents éléments de la paroi, la capsule, la membrane externe des bactéries gram-, et puis ensuite les différentes structures filamenteuses. Donc on va probablement s'arrêter après la paroi aujourd'hui, et après on va regarder la structure de ces différents objets que l'on peut retrouver à l'intérieur de la cellule bactérienne. Ok, donc on va commencer par la paroi, parce que bon, c'est la plus importante, enfin, oui, à la limite c'est le plus important, c'est une structure essentielle pour les bactéries. Sa fonction, c'est de donner une forme rigide à la cellule bactérienne pour la permettre de résister au stress osmotique. Donc, c'est quelque chose qui est structuré autour d'une couche d'un polymère qu'on appelle le peptidoglycane chez les eubactéries. Chez des archébactéries, on a des fois des molécules qui ressemblent au peptidoglycane, des fois des parois en d'autres types de matières. Mais là, on va se restreindre sur le peptidoglycane, le constituant majeur des parois de toutes les eubactéries. D'accord ? Donc, le peptidoglycane, c'est une structure spécifique des eubactéries et très très conservée. Chez les bactéries gram plus et bactéries gram moins, la structure du polymère, à la base, c'est la même chose. Et puisque c'est partagé par l'ensemble des bactéries, c'est une cible pour l'action de différentes molécules avec une action antibactérienne. Notamment la lysozyme va cliver le pont glycosidique de ce polymère, et différentes familles d'antibiotiques vont agir sur les bactéries en inhibant la synthèse du peptidoglycane. Donc toute la famille des bêta-lactamines, la pénicilline et les céphalosporines vont inhiber la synthèse du peptidoglycane. Et puisque c'est une structure qui est nécessaire pour presque la totalité des bactéries, ce sont des antibiotiques à spectre large. Alors, les bactéries gram plus et gram moins possèdent une couche en peptidoglycane, mais il y a des différences importantes sur l'organisation, la taille et l'organisation de cette couche de peptidoglycane. Et ça, c'est la base de la distinction entre les bactéries gram plus et gram moins. Alors, pour comprendre cela, je vais vous expliquer un petit peu la coloration de Gram. C'est ce que vous allez tous faire en TP. Et c'est important de comprendre ce qui se passe aux différentes étapes. D'accord ? Donc, on commence par étaler les bactéries sur une lame de verre et les fixer sur la lame. Et la première étape, c'est d'utiliser un collant simple, le violet de gentiane, pour qu'il y ait une molécule organique basique qui va se fixer sur des polymères avec une charge nette négative dans le cytosol de la cellule bactérienne. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le cytosol qui a une charge négative? Toutes les cellules bactériennes et toutes nos cellules. On a par exemple de l'ARN, l'acide nucléique, ribonucléique, acide, charge négative, ça va fixer des molécules basiques, charge positive, du violet de gentiane. D'accord ? Donc on aura une coloration de toutes les cellules de façon non spécifique. Enfin, où il ne va pas discriminer entre différents types de cellules.
Alors cette interaction entre le violet de gentiane et des macromolécules avec une charge négative dans le cytoplasme, c'est relativement faible, et donc il est très facile de éliminer le violet de gentiane par délavage. Donc pour fixer le colorant à l'intérieur de la cellule bactérienne, on passe à la deuxième étape, qui est un traitement par l'iode. Et du coup, les ions négatifs de l'iode vont former des gros complexes avec le violet de gentiane. Et donc on a ces gros complexes qui vont difficilement quitter la cellule bactérienne. Donc ça, c'est connu comme le nom de... C'est le mordant, c'est un nom qui vient de l'industrie de textile pour les collants utilisés dans la teinture. Donc les gros complexes iode-violet de gentiane vont avoir tendance à rester à l'intérieur de la cellule bactérienne. Sauf que ce qu'on va faire maintenant, c'est laver des bactéries colorées par l'alcool. Et cet alcool va dissoudre la membrane externe des bactéries Gram-, et du coup, c'est ce qui va permettre au violet de gentiane de quitter la cellule. Tandis que les bactéries Gram positives ont une paroi qui est résistante à l'alcool, et donc le colorant sera retenu. Et à ce moment-là, si on voit au microscope, on verra les bactéries Gram+, et les bactéries Gram- seront invisibles. Et pour les voir, il faut effectuer la dernière étape, c'est de les incuber avec un contre-colorant, donc quelque chose qui a une couleur un peu plus claire que le violet de gentiane pour pouvoir distinguer les deux. Et souvent, on utilise la fuchsine qui donne une coloration rose. Donc ça, c'est la différence majeure entre les parois des bactéries Gram+ et Gram-. La paroi des bactéries Gram- est très sensible à l'alcool et aux détergents. Alors, il y a quelques exceptions. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les mycobactéries ne peuvent pas vraiment être bien mis en évidence par la coloration de Gram, et il faut utiliser la coloration de Ziehl-Neelsen pour marquer spécifiquement les mycobactéries. Et il existe néanmoins aussi des bactéries qui ne possèdent pas de paroi en peptidoglycane. Donc ça peut paraître un peu incohérent parce que tout à l'heure, j'ai commencé tout ce topo en disant que la paroi en peptidoglycane, c'est une structure essentielle pour des bactéries. Et quand j'arrive en bas de la diapositive, je suis là en train de vous dire qu'en fait, non, il y a des bactéries qui existent sans paroi. Comment c'est possible? La fonction de la paroi, c'est de maintenir une structure rigide à l'extérieur de la cellule. Donc nos cellules n'ont pas de paroi, n'est-ce pas? Mais néanmoins, la membrane plasmique est quelque chose, n'est pas totalement fluide, et elle est relativement rigide. Quelle est la molécule que nous avons qui permet de rigidifier la membrane plasmique dans nos cellules? Quelqu'un le sait? Apparemment, il ne faut pas en manger trop, sinon on va avoir des problèmes cardiaques. Il peut être bon ou mauvais dans un bilan lipidique. Oui, oui, le cholestérol. Donc la fonction du cholestérol dans la membrane, c'est de rigidifier la membrane. Donc ça, c'est une solution pour résoudre le même problème. Comment je fais pour avoir une structure rigide à l'extérieur de la cellule? Bon, je mets du cholestérol dans la membrane. Bon, les bactéries ne peuvent pas faire ça parce qu'elles ne savent pas synthétiser le cholestérol. Mais néanmoins, les mycoplasmes, ce sont des petites bactéries parasitaires qui poussent toujours à la surface des cellules eucaryotes. Et elles sont capables de retirer le cholestérol de la membrane des cellules qu'elles parasitent, et du coup, elles l'intègrent dans leur propre membrane. Et c'est pour ça qu'elles arrivent à survivre sans paroi en peptidoglycane. Donc les mycoplasmes sont une exception, donc des bactéries qui existent sans paroi en peptidoglycane, et c'est possible pour elles, mais uniquement grâce à leur mode de vie parasitaire sur des cellules eucaryotes, ce qui leur permet d'obtenir du cholestérol. Ok, donc ça c'est coloration de Gram et distinction entre les parois Gram positifs et Gram négatifs. Donc pour comprendre pourquoi les parois des bactéries Gram-
et si sensibles à l'alcool, on peut les regarder un petit peu en microscopie électronique. Donc si on regarde en microscopie électronique une bactérie Gram+, donc ça c'est probablement un coq là parce qu'on voit que c'est en courbé, c'est une forme sphérique. Donc ça c'est les cytosols, ça c'est l'extérieur de la bactérie. Là en rouge on a la membrane plasmique et on a une grosse couche coloriée en orange de peptidoglycanes. Et cette grosse couche de peptidoglycanes sera résistante à l'alcool et puisqu'elle est très épaisse, les complexes de violet des gentianes et d'iode vont avoir beaucoup de mal à traverser cette couche de peptidoglycanes. Quand on regarde une bactérie Gram-, là c'est les cytosols, là c'est l'extérieur de la cellule, on a la membrane plasmique, une très fine couche de peptidoglycanes et une membrane externe. Donc c'est schématisé ici. Alors cette paroi est sensible à l'alcool parce que l'alcool va dissoudre la membrane externe et la couche de peptidoglycanes est très fine, donc elle ne va pas vraiment retenir les complexes de violet de gentiane et d'iode qui vont pouvoir partir facilement. Donc c'est une distinction un peu quantitative pendant le lavage par l'éthanol. Et ça, c'est un peu l'étape critique dans la coloration de Gram, comme vous allez voir en TP. Donc, si votre temps de lavage à l'alcool est trop long, bah, finalement, vous arriverez à délaver complètement même les bactéries Gram positives, parce que le peptidoglycane, même s'il est épaisse, il n'est pas totalement imperméable. Et si votre lavage à l'alcool est trop court, bon, ben, vous n'aurez pas vraiment éliminé le violet de gentiane de bactéries Gram-, donc tout le monde aura l'air Gram positif. Donc ça, vous allez apprendre en faisant qu'il faut faire attention avec ça. Mais de façon générale, ça, c'est vraiment la différence structurelle majeure entre les parois des bactéries Gram+ et Gram-. Et vous devez absolument connaître ça et ne jamais l'oublier. Ok, donc on va se concentrer maintenant sur le peptidoglycane lui-même. Et l'objectif ici, c'est de connaître sa structure et comprendre comment la bactérie fait pour la synthétiser. Alors, la structure de peptidoglycane, pour une fois, le nom est assez instructif. Peptidoglycane, donc il y a une partie peptidique, il y a une partie glycanique. Donc la partie glycanique, c'est un polymère linéaire de deux molécules dérivées de glucose. La N-acétylglucosamine, illustré en vert ici, et l'acide muramique N-acétyl. Alors, la N-acétylglucosamine, donc on commence avec un glucose, on greffe un groupement amine sur une partie, puis on rajoute un groupement acétyl sur le groupe amine. Ok, ça va. L'acide N-acétylmuramique, c'est la même chose, mais on va ajouter un groupement lactate sur le carbone en position 3 de l'anneau de glucose. Donc l'acide N-acétylmuramique, c'est le N-acétylglucosamine, mais avec un groupement lactate en plus. Alors, le polymère, c'est un polymère linéaire, β1,4. Donc, la partie glycanique va former de longs filaments. Et ça ne suffit pas pour créer une structure rigide. Donc, si vous pouvez imaginer, si vous avez que la partie glycanique, vous allez avoir tout un tas de fils posés les uns sur les autres. C'est pas très solide, il n'y a rien pour retenir ces fils ensemble, donc il peut très facilement s'éclater, quoi. Pour éviter ça, c'est le rôle de la structure peptidique, la partie peptide dans le peptidoglycane. C'est quoi? C'est un petit tétrapeptide attaché sur le groupement lactate de l'acide N-acétylmuramique. Et ces 4 acides aminés sont liés entre eux par les ponts interpeptidiques. Donc pour l'instant, on ne va pas se focaliser sur la structure précise ici, mais juste la fonction. Donc l'objectif ici, c'est la partie peptidique
permet de lier les fils de polymère NAMNAG ensemble. Et c'est ça qui donne la rigidité à la structure. Donc au lieu juste d'avoir des fils qui sont parallèles comme ça, on va avoir des connexions entre les fils et ça donne un tissu qui reste rigide, quoi. Il ne va pas se former, il ne va pas se déformer. Donc c'est comme une cotte de maille ou quelque chose comme ça, on peut l'envisager comme ça. Ok, donc ça c'est la fonction de la partie peptidique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tétrapeptide? Le premier acide aminé qui est connecté sur l'acide N-acétylmuramique, c'est la L-alanine. Le deuxième, c'est le D-glutamate. Le troisième, chez les bactéries Gram-, c'est un acide qui s'appelle l'acide aminé, qui s'appelle l'acide diaminopimélique. Et le dernier, en position 4, c'est le D-alanine. Et les ponts interpeptidiques sont entre le diaminopimélique acide, le DAP, et le quatrième ici, qui est le carboxyterminus du D-alanine. Alors, ça, c'est la structure générale. Il y a quelques petites différences dans la structure de peptidoglycane entre les bactéries Gram+ et Gram-. Donc, ce que je viens de vous présenter est typiquement la structure du peptidoglycane chez les bactéries Gram- comme les Escherichia coli. Donc, chez Escherichia coli, les tétrapeptides, c'est comme ça, et le pont interpeptidique, c'est entre l'acide diaminopimélique, le DAP, et le D-alanine. Chez plusieurs bactéries Gram+, comme le Staphylococcus aureus, on a quelques différences. Donc, l'acide aminé en position 3, c'est la lysine ici, et on n'a pas une connexion directe entre la lysine et la D-alanine en position 4, mais on a la présence d'un pont de glycine, 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 qui lie la lysine ici à la D-alanine là-bas. Donc ça, c'est important pour les bactéries Gram+, parce que la couche de peptidoglycane est beaucoup plus épaisse. Et avec le pont de plusieurs glycines, on peut lier ensemble les fils du polymère NAMNAG qui sont plus éloignés. Donc on peut avoir une structure qui reste attachée de façon cohérente sur une plus longue distance. Les bactéries Gram-, on n'a pas besoin de ça parce que la couche de peptidoglycane est plus fine. Donc on a un pontal direct entre les deux tétrapeptides. Alors, ce pont ici, entre le DAP et l'ALA et la glycine ici et l'ALA là-bas, c'est un pont peptidique qui lie le carboxyterminus de l'alanine ici et un groupement amine qui est sur la chaîne latérale de l'acide aminé en position 3. Donc la lysine, c'est ici, on voit qu'on a un groupement amine qui peut nous donner, qui peut entrer dans un pont peptidique. Et pareil ici, le DAP, ça c'est la partie centrale, ça c'est la chaîne latérale. D'ailleurs, c'est une molécule totalement symétrique, donc on ne saurait pas dire si c'est ça la chaîne latérale ou ça, mais toujours est-il qu'on a un groupement amine libre disponible sur la chaîne latérale qui peut former un pont peptidique. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a ces ponts avec l'acide aminé en position 3 et pas les autres. Donc alanine, glutamate, alanine, on n'a pas de groupement amine sur la chaîne latérale ici. On ne peut pas former des ponts peptidiques. C'est uniquement le DAP ou la lysine qui sont capables de le faire. D'accord? Ok, donc là j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui est bizarre avec ces ponts interpeptidiques? Et je vais ouvrir la question. Il faut que je réinitialise. Et je commence. Ok, voilà, c'est ouvert.
Ouais, j'attends 50 voix. J'en ai à 49. Ouais, 50, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce que vous me dites pour ça? Ah, c'est pas ça. Il revient. Ah oui, il reste ici. Oui, ok. Donc ça, ce sont les réponses que vous avez envoyées. Alors, les ponts peptidiques sont à l'envers, ben, pas vraiment. Ça, c'est pas vraiment la bonne réponse. Mais je peux comprendre comment on les choisit parce que un pont peptidique qui implique la chaîne latérale d'une acide aminé, c'est pas tout à fait normal, ça. Donc ça, c'est le pont interpeptidique sont un peu bizarres. Le DAP, le DAP, c'est bizarre. Ça, là, je suis d'accord. Ça, c'est une réponse correcte. C'est pas un acide aminé normal. Le DAP, on n'a jamais entendu parler. C'est pas un acide aminé qui est intégré dans les protéines. Ça, c'est un truc uniquement utilisé dans le peptidoglycane. Et entre les deux autres réponses, ben là, c'est un peu moite-moite. Ah non, j'ai donné la réponse là. C'est pas la peine de voter maintenant. Donc entre les deux réponses ici, c'est la même chose, mais un peu à l'envers. C'est-à-dire, bon, soit c'est bizarre qu'il y a des acides aminés D, ou alors c'est bizarre parce qu'il y a des acides aminés L. Et en fait, la bonne réponse ici, c'est le 1. Ce sont des acides aminés, les stéréoisomères L, qui sont intégrés dans les protéines. Donc si on prenait un de vous, on faisait un broyat d'étudiants de licence 2, et une analyse biochimique des acides aminés, bon, on trouverait majoritairement des acides aminés L de vos protéines. Donc ça, c'est la bonne réponse. Le fait qu'il y a des acides aminés de stéréoisomère D, ça, c'est bizarre, ça. Et pas l'inverse. Alors, ces deux choses-là nous indiquent que ces petits bouts de peptides ne sont pas synthétisés sur le ribosome. Parce qu'on a des acides aminés, un acide aminé bizarre, le DAP, et on utilise des acides aminés D pour une partie de la structure. Donc on ne peut pas synthétiser ça sur le ribosome. Ok. On va bouger ça ici. Donc, prochaine chose à faire pour nous, c'est de voir comment le peptidoglycane est synthétisé par la bactérie. Donc on a un petit quart d'heure pour finir le cours. Je pense que ça va être assez bien pour faire ça. Je sens que vous allez adorer la synthèse du peptidoglycane. C'est un truc vraiment chouette. C'est compliqué, d'accord? Et à plusieurs fois en biologie, je me suis pris la tête en me disant mais pourquoi c'est si compliqué que ça? Pourquoi ils ne pouvaient pas faire des choses simples en biologie? Et quand c'est comme ça, c'est parce que il y a une raison pour ça. Quand les choses sont compliquées, c'est pas un accident. C'est compliqué parce que on peut pas vraiment faire autrement. Bon, non, c'est pas toujours vrai ça. Des fois, des choses sont compliquées parce que on a un système qui a évolué à partir d'un truc qui faisait autre chose. Et on greffe d'autres fonctions sur le truc qui existait auparavant, et on finit par avoir un truc compliqué qui est un peu le bazar. Mais dans d'autres cas, dans bien nombre de cas, c'est compliqué parce que le problème est plus difficile que ça n'en a l'air. D'accord ? Donc là, notre problème, c'est quoi? C'est on veut synthétiser un grand polymère avec une partie glycanique et une partie peptidique, et on veut coller tout ensemble. Ça, c'est un problème compliqué pour la paroi, parce qu'on veut synthétiser un polymère complexe à l'extérieur de la cellule. Et en métabolisme, quand on dégrade une molécule complexe, de façon générale, ça libère de l'énergie. Mais si on veut synthétiser un polymère, il faut rajouter de l'énergie pour former les ponts qui vont lier ensemble les molécules des différentes composantes du polymère. Donc pour synthétiser un polymère complexe,
il faut rajouter de l'énergie métabolique. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur de la bactérie, on n'a pas d'ATP, on n'a pas accès à l'énergie métabolique. Donc le système pour synthétiser le peptidoglycane est complexe, mais c'est parce que la bactérie doit résoudre ce problème très difficile. Comment je synthétise une molécule complexe à l'extérieur de la cellule, là où je n'ai pas accès à l'énergie métabolique. Et donc, ce que la bactérie va faire, c'est qu'elle va synthétiser des sous-unités répétées dans le cytoplasme. Si j'arrive à voir ma flèche là, oh ouais, ok. Et elle va les synthétiser sous forme de dimère NAG-NAM, donc la partie glycanique, et un pentapeptide. Et je dis bien un pentapeptide, ce n'est pas un tétrapeptide. C'est synthétisé d'abord sous forme de NAG-NAM pentapeptide. Ensuite, la sous-unité répétée sera transportée attachée à une molécule lipidique qui est le bactoprénol, et puis transportée dans le périplasme. Après, les transglycosidases vont insérer la sous-unité NAG-NAM dans le polymère de NAG-NAM, NAG-NAM, NAG-NAM. Et finalement, les ponts peptidiques entre les différents fils de NAG-NAM sera formés par des transpeptidases. Donc les transglycosidases et les transpeptidases sont des enzymes dans le périplasme de la bactérie. Je n'ai peut-être pas précisé ce que c'est le périplasme. Donc, le périplasme, c'est l'espace entre la membrane plasmique et la couche de peptidoglycane. Donc, l'année dernière, il y avait une très bonne vidéo YouTube sur ça par un site qui s'appelait Microbiotique, mais qui n'existe plus. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Je trouve que c'est un peu moins bien, mais ça va encore. Une autre chose qui est importante ici, c'est que le polymère de peptidoglycane, dans sa forme mature, est vraiment rigide et il n'y a pas de bout libre qui permettent à la bactérie et pas très flexible. Donc, quand une bactérie est en phase de croissance, elle est en train de pousser, donc il faut que la cellule s'agrandisse pour ensuite se diviser en deux. Mais pour que la cellule s'agrandisse, il faut casser un petit peu la couche de peptidoglycane. Donc, lorsqu'une bactérie est en train de croître, on a la synthèse du peptidoglycane par ce mécanisme-là, mais en même temps, on a des enzymes bactériennes qui s'appellent les autolysines, qui cassent le peptidoglycane par moment, et c'est ce qui permet à la cellule bactérienne de s'agrandir. Et donc, c'est pour ça que les antibiotiques qui vont inhiber la synthèse de peptidoglycane sont bactériocides, pas juste bactériostatiques. Parce que quand on est dans un système où on est en train de pousser, la bactérie est à la fois en train de casser le polymère de peptidoglycane et de la resynthétiser. Si on inhibe la synthèse, tout ce qui reste, c'est les enzymes qui sont en train de casser le peptidoglycane. Et du coup, la bactérie est lysée. Donc c'est pour ça que ces antibiotiques qui inhibent la voie de synthèse de peptidoglycane sont bactériocides. Donc ça, ce sont les 4 étapes de façon générale. Donc on va regarder un peu plus en détail comment ça marche. Et l'objectif ici, c'est que tout le monde apprécie pourquoi ce système est si ingénieux. Alors, donc, première étape de synthèse de notre sous-unité répétée, NAG-NAM pentapeptide dans le cytoplasme. Donc on démarre avec l'acide muramique N-acétyl dans le cytosol et on va greffer 5 acides aminés ici sur le groupement lactate. Donc, un truc à ne pas oublier, c'est que les peptides, la partie peptidique, c'est sur le NAM et pas sur le NAG. Pourquoi? Parce que le NAM, c'est l'acide N-acétylmuramique, acide, donc il y a un groupement carboxylate. Et c'est là où on peut greffer la partie N-terminale de cette alanine sur le groupement carboxylate ici. Donc, on synthétise ça dans le cytosol. Et ensuite, on va greffer ça sur le bactoprénol. Donc, le bactoprénol, c'est sous forme monophosphorylée dans la membrane plasmique. Donc, ça, c'est une partie lipidique et un groupement phosphate ici.
Et lorsqu'on va greffer le NAM pentapeptide sur le bactoprénol, on forme cette molécule-là qui est NAM pentapeptide bactoprénol diphosphorylé ou pyrophosphate. Et en dernier lieu, on va rajouter le N-acétylglucosamine ici. Donc des fois, on appelle ça le lipide 1 et ça le lipide 2. Donc ça, c'est notre sous-unité NAG, NAM, pentapeptide sur le bactoprénol pyrophosphate. Donc on a fait toutes les étapes de synthèse de la sous-unité dans le cytosol, là où on a l'ATP ou l'UTP pour donner de l'énergie pour former les liaisons. Donc ensuite, cette structure-là est prise en charge par une enzyme intramembranaire qui va la retourner dans la membrane plasmique. Donc la flippase va prendre notre lipide 2 et faire hop, comme ça, et ça se retourne dans la membrane. Donc toute cette structure-là va se retrouver dans le périplasme. Ensuite, les transglycosidases vont greffer cette structure NAM-NAG sur le bout libre d'un polymère NAM-NAG, NAM-NAG, NAG-NAG, etc. Donc on a la transglycosidase qui effectue cette réaction-là. Donc ici, on forme un pont glycosidique, d'où vient l'énergie pour former le pont. Donc en même temps, on casse la liaison entre le sucre ici et le groupement phosphate. Donc on casse un pont chimique et on utilise l'énergie libérée pour former un autre pont chimique. Donc c'est neutre en termes d'énergie. D'accord? Et dernière étape, c'est que le bactoprénol pyrophosphate est retourné dans la membrane plasmique pour le recycler. Et ça utilise un phosphate pour effectuer ce retournement de la molécule. Donc on recycle le bactoprénol monophosphorylé. Donc il est disponible pour un autre tour de synthèse maintenant. Donc le bactoprénol, souvent on appelle le transporteur lipidique dans la synthèse du peptidoglycane. Et la dernière étape, c'est la formation des ponts peptidiques par des transpeptidases. Donc ce qui va se passer ici, c'est que ça c'est notre sous-unité NAG, NAM avec un pentapeptide, avec DALA, DALA à la fin, et on va former un pont peptidique entre le groupement amine du troisième acide aminé ici et le groupement carboxylate à la fin de cette quatrième D-alanine. Donc c'est le transpeptidase qui va faire ça. Donc en gros, la structure que l'on a au départ, c'est ça. Donc on a le pont peptidique ici entre les deux alanines. Et on va casser ce pont-là et construire un pont entre ce groupement carboxylate et ce groupement amine. Donc on aura ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé un pont peptidique et on a utilisé l'énergie pour créer un nouveau pont peptidique. Donc ça ne coûte rien. Et c'est pour ça qu'on peut faire ça à l'extérieur de la cellule bactérienne. Parce que l'énergie pour faire ce pont-là a été un peu encapsulée dans le DALA qui est à la fin. Donc on libère une molécule de D-alanine qui doit être réimportée dans la bactérie après. Et c'est pour ça que la bactérie forme un précurseur qui est NAG, NAM, pentapeptide et pas NAG, NAM, tétrapeptide. Si la bactérie avait juste fait le tétrapeptide, cette réaction de transpeptidation ne peut pas avoir lieu. D'accord? Donc ça, c'est un peu la beauté de la synthèse de peptidoglycane par les bactéries. Donc on a 4 minutes, donc je vais juste rapidement détailler quelques différences. Ah non, peut-être je vais laisser ça. Non, ok. Dernière chose, oui. Donc, ça c'est un peu trop court. Donc je vais juste dire que donc, le mode d'action des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, c'est de inhiber l'action de ces transpeptidases. Donc c'est ça l'étape dans la synthèse qui est inhibée par les bêta-lactamines. La vancomycine, c'est un autre mode d'action. Elle va se fixer sur
cette structure déalénine qui est vraiment très spécifique, retrouvée uniquement dans le peptide obliquable. Donc, quand les sous-unités NAG-NAM pentapeptides sont retournées dans le péroplasme, là, la vancomycine peut venir ici, il se fixe là, et du coup, les transpeptidases ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est la même étape de la synthèse qui est touchée, mais par deux mécanismes différents, parce que les bêta-lactamines sont les inhibiteurs compétitifs qui vont se fixer sur le site actif de la transpeptidase et le bloquer. Donc, juste quelques petits détails là. Et je reprendrai ici demain matin. OK? Ça va pour tout le monde? Bon, allez. À demain.